Coucou mon cœur. Regarde ce que j'ai trouvé. Oh bordel, t'en as pas marre? Il y a déjà 2 étagères pleines là-haut, tu comptes t'arrêter quand? Bah, c'est pas de ma faute s'il continue à en sortir en fait. Ouais, mais quand même, pourquoi t'as repris ça encore? Ah non, mais ceux-là, je les avais pas en fait. Mais là, avec la sortie de Deadpool et Wolverine, que j'ai tellement aimé, ça m'a juste trop donné envie de relire le comics. Et si vous, chers abonnés, vous n'avez pas vu ma critique sur le sujet, je vous mettrai un petit lien en description. Mais à qui tu parles? Bah, mes abonnés. Ça va plus, toi. Toutes ces adaptations de comics t'ont monté à la tête. Rien à voir. En plus, je suis plus Marvel depuis Captain America Civil War. Hein. Et pour DC, bah, j'attends de voir ce que James Gunn va faire. De toute façon, c'est une mode qui finira jamais et moi, ça me saoule. Non, mais faut que tu comprennes aussi que la BD, ça se limite pas forcément que du super-héros. Hein. Moi, je suis sûr que tu pourrais trouver quelque chose qui correspondrait vachement plus. Prends juste les BD francophones. On a eu de super bonnes adaptations. Hein. On a eu le Tintin de Spielberg. On a eu le Transpersonnage de Bong Joon-ho et on a eu le Astérix Mission Cléopâtre de Alain Chabat. Seulement 3 par rapport à une dizaine de merdes. Ah, mais on a eu aussi Persepolis qui était très très bon et pareil pour Lou Journal Intime. Autant pour moi, mais ça fait quand même une minorité face à tant de merde. Ouais, c'est pas faux. Ouais, mais en manga, t'as plus d'adaptations qui sont cool. Oh non, hein. Ne commence pas avec tes mangas parce que ça va durer pendant des heures. C'est pas faux non plus. Et si je te disais qu'il y avait de bonnes adaptations de romans graphiques? C'est quoi ça? Eh ben, c'est généralement des BD longues, plutôt sérieuses et ambitieuses, qui contiennent des personnages avec des psychologies complexes et qui est plutôt destiné à un public adulte. Ah oui, ça a l'air intéressant. Effectivement. Et pour te convaincre, je vais te faire une petite sélection de 5 films qui viennent de ce genre-là. Est-ce que j'ai vraiment le choix? Non. Welcome you to downtown and while you're in your coma. Non, j'aimerais vous présenter l'homme par qui tout a commencé. Le créateur de la BD la plus déjantée du pays. L'homme qui se cache derrière le singe, si vous préférez. Mesdames et messieurs, voici Stu Miley. Allez Stu, fais pas ton timide. Stu Miley, dessinateur à succès, plonge dans un profond coma à la suite d'un accident. Déboussolé, il se réveille dans un monde parallèle totalement déjanté où il rencontre le personnage qu'il a créé, Monkey Bone. Peu à peu, la malicieuse créature parvient à s'emparer du corps de Stu dans le monde réel et le projette dans des situations embarrassantes pour assouvir ses désirs. Monkey Bone est un film américain sorti en 2001 et réalisé par Henry Selick, à qui l'on doit L'étrange Noël de Monsieur Jack. Et ouais, c'est pas un film de Tim Burton comme tout le monde pense le savoir, hein. Il l'a juste écrit et produit. Mais il a aussi réalisé James et la pêche géante, ainsi que Coraline. C'est un spécialiste des films en stop motion et Monkey Bones en fait à moitié partie. Car oui, le film mêle prise de vue réelle et stop motion. Devant adapter la BD Dark Town de Katja Blackney, le film devait être sombre, dépressif et inquiétant, mais le projet s'est finalement transformé en une comédie pas vraiment familiale, bien perchée et un peu trashy, qui est une sorte de mix entre Beetlejuice, La mort vous va si bien et The Mask. D'ailleurs, dans la même veine, t'as The Mask et les Tortues Ninja hein, qui ont eu droit à leur adaptation live adoucie par rapport à la version d'origine. Parce que je pense pas que les gens auraient été prêts, en fait. Une grande partie du film a un univers qui fait penser très fort à celui de Tim Burton, avec d'excellentes créatures et monstres en animatronique, déguisements du plus bel effet et d'animation en stop motion. Les scènes de cauchemar en noir et blanc sont très bonnes, et certains effets visuels sont toujours aussi saisissants, comme lorsque Brendan Fraser se dégonfle comme un ballon de baudruche sous le regard désespéré de sa petite amie. Même si Brendan Fraser en fait des caisses lorsqu'il devient un personnage de cartoon, le film offre quelques très bons moments de comédie, allant du burlesque pur et dur, allant jusqu'au trash avec un cadavre ressuscité, perdant ses organes lors des courses-poursuites. Et oui, ça va aussi loin pour une comédie. C'est pas dans le cinéma français que ça arriverait, un truc comme ça, quoi. Bref, un film imparfait mais très apprécié ou assez méconnu du grand public, mais qui vaut le coup d'œil surtout pour la richesse de son univers graphique et pour son aspect déjanté un peu trashouille. Ouais, bof, ce genre de truc déjanté m'a jamais convaincu. T'as pas quelque chose de plus sérieux? Eh ben justement, j'allais y venir. Welcome you to downtown and while you're in your coma. Il vous faut un mandat. Je vais vous dire, c'est de suite, coûte un bras et j'allais niquer. Alors si vous n'êtes pas du room service ou que vous avez pas de mandat, allez vous faire mettre, les gars. Non mais attendez, qu'est-ce qui vous prend?
Tueur à gages à la Nouvelle-Orléans, James Bonobo, dit Jimmy Bobo, devient la cible d'un mystérieux assassin. Pour sortir vivant de ce piège et remonter la piste du contrat sur sa tête, il est contraint de faire équipe avec Taylor Snow, un jeune policier de New York dont le partenaire vient d'être tué. Du plomb dans la tête est un film américain sorti en 2013 et réalisé par Walter Hill, un réalisateur à qui l'on doit des grands films comme Les Guerriers de la Nuit, 48 heures, Sans retour ou encore Double détente. En gros, un mec habitué au western urbain et au buddy movie quoi. Et ce film rentre totalement dans cette catégorie. Car même si on peut reprocher au film de manquer d'originalité et d'avoir 20 ans de retard, il reste très divertissant et plaisant à suivre. Le duo que fait Stallone avec Soo Kang, c'est Anne dans la saga Fast and Furious, histoire que tu situes, fonctionne assez bien, même si c'est assez cocasse qu'un tueur à gages et un flic fassent équipe ensemble. À 67 piges à l'époque, Stallone dégage un charisme de dingue et maîtrise son personnage dans lequel on l'a déjà vu 20 fois bien sûr. Même s'il joue les gros durs et mène une enquête qui semble juste, son personnage est un grand brutal qui exécute sans sommation et parfois sans raison. Le scénario est classique mais efficace, adaptant une BD française d'Alexis Nolan et Colin Wilson. Cocorico! La mise en scène est rythmée, sans temps fort et sans surenchère, même si ça vaut pas les grandes scènes d'action brutes et secs des précédents films de réalisateurs. On retiendra surtout ce combat entre Stallone et Jason Momoa, qui n'était pas encore devenu Aquaman à l'époque. Après, j'avoue, j'aurais préféré que le combat se termine d'une autre manière que dans le film, hein. Même si j'en comprends l'intention. Bref, malgré une certaine banalité, ce film reste un bon moment polar d'action à l'ancienne, pas original pour un sou, mais très plaisant à suivre comme aujourd'hui. Surtout si vous êtes un fan de Stallone. Ah ouais, effectivement. Je m'attendais pas qu'un film avec Stallone soit adapté d'une BD. Ah, bah tu vois. Seulement je m'attendais à quelque chose de plus culte pour me convaincre. Hein. Eh bah dans ce cas, j'ai ce qu'il te faut. Welcome you to downtown, and while you're in your coma, Hé, tu vois ces deux spécimens derrière toi? Eh bien, je suis sûre que c'est des adorateurs de Satan. Enid et Rebecca sont deux adolescentes américaines de 19 ans. Après la remise de leur diplôme dans leur lycée, la première se rend compte qu'elle doit rattraper sa moyenne cet été dans un cours d'art plastique, tandis que sa comparse songe déjà à trouver un emploi. Leurs discussions cyniques et leurs mauvais tours vont les amener à croiser la route d'un disquaire désabusé du nom de Seymour, dont Enid devient très vite proche. Ghost World est un film américano-britannico-allemand sorti en 2002 et réalisé par Terry Zwigoff, un réal spécialiste de la mouvance underground qui a aussi réalisé les films Bad Santa et Art School Confidential. D'ailleurs, faudrait que je te montre Bad Santa, tu sais, c'est un gros délire que j'adore. Quand je vois Ghost World, ça me fait direct penser à la série Daria. J'entends par là qu'elle s'inscrit comme une sorte d'ersatz de genre teenage movie où l'on ressent le même cynisme juvénile et cette désinvolture caustique chez son personnage. Adapté du comics de Daniel Clowne, le film prend des libertés avec l'œuvre d'origine, là où Clowne ne donnait pas de véritable ligne directrice à son intrigue, esquissant davantage ça et là des tranches de vie où rien ne se joue réellement, si ce n'est la vacuité délétère que subissait l'existence de ces deux personnages principaux. Terry Zwigoff y remodèle quelque peu le scénario, y ajoutant notamment un personnage central, Seymour, déterminant pour la suite là où il n'apparaissait qu'une fois dans le comics, sans même être nommé de façon à lui donner corps. D'où le principe d'adaptation, parce que t'as certaines choses qui fonctionnent sur le papier, mais qui fonctionneront pas à l'image, quoi. Et je vise personne. Niveau casting, pour incarner ces deux adolescentes, on pourra compter sur la présence de deux actrices qui campent à merveille leur rôle, à commencer par Thora Birch, principalement connue pour Jeux de guerre et Danger immédiat, qui sont les deux films Jack Ryan avec Harrison Ford, Hocus Pocus et American Beauty, ainsi que pour Donjons et Dragons. Non, pas le film cool de 2023, le gros nanar des années 2000. Et ouais, c'est triste. Et ensuite, Scarlett Johansson, qui à l'époque n'était pas la star qu'elle est aujourd'hui, car à ce moment-là, elle était connue pour L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux et The Barber des frères Cohen. Ainsi que Maman, je m'occupe des méchants. Mais celui-là, on va vite l'oublier parce que je risquerais de... On pourra aussi compter sur Steve Buscemi et le regretté Brad Renfro, disparu 6 ans après la sortie du film, paix à son âme. Bref, Ghost World est un très bon teen movie grinçant et doucement ironique sur son adolescence et sa société, à découvrir si vous ne l'avez pas encore vu. D'accord, là tu marques un point. Ce genre de film, ça me parle. Surtout pour le côté cynique. Pourquoi ça m'étonne pas? Qu'est-ce que t'as dit? Non, rien mon cœur. Ouais, j'aime mieux ça. Et c'est quoi le prochain film dont tu voulais me parler? Eh bien, on y vient. welcome you to downtown, and while you're in your coma,
Annie, Max, ça fait plaisir de vous voir. Vous avez apporté le nécessaire. Oui. Bon, je vous laisse, excusez-moi, une affaire importante à traiter avec mes jeunes amis. En 1930, deux pères, Michael Sullivan, un tueur professionnel au service de la mafia irlandaise de Chicago, et John Rooney, son patron et mentor, qu'il a élevé comme son propre fils. Deux flics, Michael Sullivan Jr. et Connor Rooney, qui font chacun des efforts désespérés pour s'attirer l'estime et l'amour de leur géniteur. Les Sentiers de la Perdition est un film américain sorti en 2002 et réalisé par Sam Mendes, un grand réalisateur à qui on doit des films comme American Beauty, les James Bond, Skyfall et Spectre ou encore 1917. Et ouais, ce mec envoie du lourd et ce film fait absolument pas exception. Car Les Sentiers de la Perdition est un beau film de gangster qui sait prendre son temps pour raconter une bonne histoire. L'histoire de ces éternels gangsters qui se trahissent, se déchirent et se vengent pour l'honneur. Ouais, en gros, les clichés de ce genre de film, mais qui marche à merveille avec une certaine virtuosité. On se retrouve aussi devant un classicisme dans le sens noble du terme, avec une mise en scène fluide, des cadres posés, des travelling lents et une photographie irréprochable. Mais ce qui fait le réel intérêt du film, c'est bien l'axe narratif choisi et ce qui en découle. En laissant la narration à un enfant qui s'interroge avec nous sur son père, ce terrible gangster, le film dévoile un cœur émouvant et passionnant. Il devient alors avant tout le périple d'un père trop distant et d'un enfant fasciné qui apprend à le connaître. Côté casting, nous pourrons retrouver des acteurs de talent tels que Tom Hanks, le légendaire Paul Newman, dont ce sera le dernier rôle, Jude Law, Jennifer Jason Leigh ou encore Daniel Craig, mais qui n'était pas encore aussi connu qu'aujourd'hui. On retrouvera aussi le tout jeune Tyler Hoechlin, qu'on verra bien plus tard dans la série Teen Wolf en tant que Derek, ou en tant que Superman dans la série Superman et Lois. Bref, Les Sentiers de la Perdition est un film noir émouvant que Sam Mendes a su pleinement maîtriser sur tous ses aspects, que ce soit les décors, les acteurs, la lumière, les costumes, la musique de Thomas Newman et l'atmosphère globale. Tout y est pour rendre le film superbe et émouvant. Et cerise sur le gâteau, l'adaptation comics créée par Max Allan Collins a été publiée par une filiale DC Comics. Et ouais, DC n'a pas publié que des super-héros, et d'ailleurs... Ah non, hein. Tu me parles encore de super-héros? Je croyais que tu voulais me parler de BD d'adultes. Oui, et c'est ce que je fais. Je voulais juste te parler d'un dernier film adapté de chez DC Comics et qui n'était pas un super-héros. Mais avant ça, si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, la commenter et la partager. N'hésitez pas à vous abonner, c'est important pour le référencement. Et si vous voulez soutenir financièrement la chaîne, vous avez le bouton rejoindre ou le Tipeee. Et j'en étais où? Ah oui, donc cette fameuse BD qui est issue d'ailleurs de la même filiale que Les Sentiers de la Perdition. Et en plus, tu vas être vachement surprise parce qu'il est assez connu. Ah bon? Je demande à voir. Hein. Welcome you to downtown, and while you're in your coma. Salut. Tom Stahl devient une célébrité après avoir abattu 2 tueurs dans son restaurant. Il est alors pris pour un gangster par Fogarty, un mafieux défiguré. An History of Violence est un film américano-canado-allemand sorti en 2005 et réalisé par David Cronenberg. David fucking Cronenberg, quoi! C'est le mec qui nous a pondu des merveilles comme La Mouche, Scanners, Vidéodrome, Dead Zone. Et là, il réalise un film adapté de comics. Peut-être falloir que je change de caleçon. Après avoir fait des films plus axés sur l'intellectuel comme Spider, Cronenberg nous revient avec une pure série B comme il en faisait autrefois. Le film se vaut d'être une œuvre plus généraliste et surtout plus mythologique. Capitonné entre film noir et drame familial, An History of Violence nous dépeint une société instinctive et sur les nerfs, dans laquelle la famille serait une meute où le plus fort règne sur le plus faible. Cronenberg imagine alors la naissance de l'Amérique en dévoilant, tout en dévisageant, le véritable reflet d'une communauté qui se construit sur la violence, la folie de la filiation et qui suit avec avidité l'odeur du sang. Et c'est une bonne transition pour te parler de la violence du film, parce que la violence, c'est ce qui va caractériser le cinéma de Cronenberg. La violence occupe une part importante du récit, elle est sec, brutale et utilisée pour tuer, pas pour la frime. On y retrouve en plus de la violence physique, de la violence psychologique, hiérarchisée et sexuelle. D'ailleurs, on peut parler de la fameuse scène de sexe dans l'escalier, qui est tout aussi brutale que le reste et aura marqué les esprits. Pourquoi ça m'étonne pas de toi?
Donc oui, le film traite sous diverses formes une violence purificatrice pour Tom Stahl qui ne désire qu'une seule chose, tirer un trait définitif sur son passé et reprendre sa vie paisible. On n'est pas dans le body horror duquel il nous a habitués, mais dans la dégénérescence du corps social sous un aspect réaliste et pessimiste. C'est l'un des 3 styles qu'il utilise le plus dans son cinéma. La simplicité du postulat de départ n'est que la fine surface d'un film à plusieurs couches. Détenant un sens de l'efficacité redoutable et à découpage à toute épreuve, l'œuvre de Cronenberg nous enfonce dans une noirceur totale, à l'image de son personnage principal, Viggo Mortensen, qui incarne parfaitement ce père de famille aux allures idéales dont l'aura va petit à petit se craqueler entre un passé qui le rattrape et une violence chaotique qui le consume. Et sans spoiler la fin, le dernier plan le concerne, et il est tellement incroyable! Comme à son habitude, j'ai envie de te dire. Bref, malgré que ce soit un film de commande, tiré de la BD de John Wagner et édité par une filiale de DC Comics, A History of Violence est un film sur la nature humaine et la canalisation de ses démons. Il nous montre que l'homme aime se dissimuler pour mieux se calfeutrer dans la société et créer un semblant d'imaginaire collectif. C'est un bloc de marbre sur le mal et la dégradation des valeurs communautaires à l'efficacité redoutable et d'une élégance stylistique mémorable, un classique à voir absolument. Et petite anecdote pour finir, A History of Violence est le dernier film à avoir été édité à la fois en DVD et en VHS. C'est la fin d'une belle époque qui se termine en beauté. J'avoue, je me serais jamais attendu à ce que ce film soit tiré d'une BD. Surtout d'une BD DC Comics. Bah tu vois que tout n'est pas acheté. Effectivement. Ça me donne envie d'aller chercher des comics de ces films-là pour en savoir plus. Tu voudrais bien faire une petite place sur ton étagère quand j'aurai trouvé ce que je cherche ?